Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien à l'heure où vous écoutez cet épisode. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode Hollywork. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous puisqu'il a révolutionné nos modes de travail ces 4 dernières années. Tout a commencé en mars 2020, crise du Covid, grosse panique, tout le monde confiné chez soi. Et là, il s'est passé un truc inédit. Alors qu'on était tous isolés et dans l'incapacité de se déplacer pour aller au bureau, on a quand même réussi à travailler et à collaborer, chacun depuis son lieu de vie. Alors au début, on pensait que ça serait temporaire et que aussitôt le confinement terminé, on retournerait tous au bureau. Mais pas du tout. D'après les dernières études sur le sujet, en 2023, environ 47% des entreprises françaises ont intégré une part de télétravail à leur fonctionnement. Et ça, c'est plutôt dans les grandes entreprises, puisque 62% des entreprises de 500 salariés et plus proposent du télétravail. Et tandis que les employeurs français proposent en moyenne 0,7 jours de télétravail par semaine à leurs salariés, les salariés, eux, souhaitent télétravailler en moyenne 1,4 jours par semaine. C'est énorme. Les avantages du télétravail, ils sont nombreux. L'équilibre de vie. Pour 70% des télétravailleurs en France, ce mode de travail leur permet de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle. Économie de temps de trajet pour 64% des télétravailleurs, puisqu'ils gagnent en moyenne 4 heures par semaine dans les transports. Gain de productivité pour 60% d'entre eux, qui déclarent être plus productifs en télétravail qu'en présentiel. Mais il présente aussi des inconvénients qui sont non négligeables. Le premier, c'est moins de visibilité sur la charge de travail et le temps de travail. Et le résultat, c'est que 68% des télétravailleurs déclarent effectuer des heures supplémentaires qui sont non rémunérées, des risques pour la santé physique et mentale. Et puis, je voudrais parler aussi des grands perdants de l'histoire, qui sont les managers, puisqu'ils estiment que le télétravail leur rend leur mission de management encore plus complexe qu'avant. Et puis, dernier point, c'est tous ces bureaux qui sont vides et tous ces loyers qu'on paye pour avoir personne dedans, ou en tout cas beaucoup moins de monde qu'avant. Donc tout ça fait que progressivement, les entreprises commencent à resserrer un peu la vis et puis elles essayent de faire revenir leurs collaborateurs sans pour autant alterner l'engagement, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va en parler avec Simon Vergeot qui a fondé l'entreprise qui s'appelle Bureaulogie. Donc Bureaulogie, c'est un cabinet qui propose du conseil et de l'accompagnement à toutes les problématiques liées à l'expérience collaborateur. Donc, bonjour à toi, Simon, et bienvenue dans ce podcast. Alors, tout d'abord, est-ce que tu veux bien te présenter et nous expliquer en quoi consiste ton activité chez Bureaulogie ? Oui, bien sûr. Donc, déjà, merci de me recevoir. Alors, tu l'as très bien résumé. Finalement, mon métier, c'est d'accompagner les entreprises dans toutes leurs problématiques liées aux environnements de travail, d'une part, et au mode de travail de l'autre. Donc, pour le dire de façon assez succincte, la partie environnement de travail pour moi est composée de 3 grandes briques: les espaces, la technologie et les comportements. On aura l'occasion d'y revenir. Et la deuxième partie, c'est évidemment les modes de travail. Et là, c'est tout ce qu'on appelle, on va dire depuis 4 ans, l'hybride, donc qui prend plein de formes différentes. Donc c'est la gestion de cet hybride avec le télétravail, avec le flex office, avec parfois le full remote, dont on entend aussi parler, et tout ce nouveau niveau de complexité que ça a amené chez les entreprises. Et donc mon métier, c'est finalement d'accompagner les clients
sur la réflexion de ces nouveaux enjeux, comment les traiter de manière la plus efficace possible, la manière la plus durable possible, et comment faire pour que les collaborateurs, à la fin de la journée, finalement, soient bien, quelle que soit leur façon de travailler. Donc concrètement, comment ça se passe, un accompagnement avec Bureaulogie, du coup? Comment vous faites tout ça? Alors, ça dépend un peu de la problématique de base. Ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un, par exemple, vient me voir en me disant qu'il veut refaire son siège social, là, on est sur un projet en termes d'accompagnement relativement classique, c'est-à-dire qu'il y a une partie de réflexion qui est vraiment du conseil, où là, on s'assoit autour d'une table, schématiquement, et on réfléchit aux meilleures façons de faire. Alors évidemment, il y a plein d'étapes pour ça. Moi, mon avantage, entre guillemets, compétitif là-dedans, c'est que je passe énormément de temps à essayer de comprendre l'entreprise. Donc ses modes de fonctionnement, son ADN, sa culture, son vécu, les métiers qui la composent, les départements, les moyennes d'âge. Il y a énormément de critères à regarder. Le but étant d'être le plus précis possible dans la compréhension qu'on en a, parce que je suis intimement persuadé que c'est ça qui fait la différence. À la différence du pré-Covid, pour reprendre un peu ton introduction, on n'a plus cette logique d'espace unique pour une seule et unique façon de travailler, ou en tout cas quasi unique. Aujourd'hui, on a plein de méthodes de travail différentes qui sont toutes prouvées efficaces en fonction de l'entreprise. Et donc l'idée, c'est de bien comprendre cette entreprise avant de lui proposer quoi que ce soit. Et une fois que je l'ai bien comprise, bien identifiée, bien analysée, là je propose un certain nombre de choses pour répondre à leurs enjeux ou objectifs, ou problématiques parfois. Et après, évidemment, je dépose un peu la casquette conseil, je prends celle de la direction de projet et j'accompagne ce client, en tout cas s'il le souhaite, dans la mise en place de toutes ces solutions, parce que évidemment, ça demande du temps, de connaître des prestats, un peu d'organisation, et ça, c'est aussi un métier que les clients n'ont pas forcément le temps de prendre à leur charge. D'accord, donc si je comprends bien, il y a une première partie d'écoute, d'analyse, d'audit un peu, de comment travaillent les gens dans l'entreprise, l'activité qu'elle propose, etc. Et en fonction de ça, tu proposes un plan d'action, d'aménagement. Et tu parles de méthodes de travail, qui existent plusieurs types de méthodes de travail qui sont efficaces. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous donner la liste un petit peu des différentes méthodes que toi tu proposes? C'est intéressant de savoir ça. Qu'est-ce que tu entends par méthode de travail? Alors, il y a 2 grands sujets dans les méthodes de collaboration. La première, c'est ma façon d'intervenir auprès des entreprises, et la deuxième, c'est les modes de travail que j'observe. Ma façon d'intervenir auprès des entreprises, c'est de mettre en place un certain nombre de moments qui me permettent d'aller récolter de l'information qui sera un peu différente à chaque fois. Donc, exemple très basique, j'aime bien, moi, faire des entretiens individuels avec des managers intermédiaires. T'en parlais également en intro, hyper important, les managers intermédiaires. Alors, j'ajoute intermédiaire aux managers parce que c'est ceux qui ont eu le plus de difficultés, qui en ont encore, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment sur la strate du milieu. Donc, ils ont des équipes en dessous à gérer, à opérer, à former, à accompagner, à driver. Et ils ont aussi un top management au-dessus, en tout cas une hiérarchie qui leur met une pression différente, mais qui est là quand même. Et donc, c'est très compliqué pour ce métier, quand c'est un métier et pas un grade, on pourra aussi en parler, de finalement réussir à supporter tout ce qu'il a à supporter. Donc, j'aime beaucoup faire ces entretiens individuels avec les managers parce que ça me permet d'avoir de l'info que j'aurais pas en groupe. Donc, j'aime bien le côté individuel de l'exercice. Après, évidemment, je vais faire des ateliers. Alors, j'ai 2 grands types d'ateliers. En tout cas, pour la partie découverte. La première, c'est souvent un atelier sur les modes de travail et environnement de travail. Le but, c'est de présenter à un groupe, soit une équipe projet, soit des ambassadeurs, ce qui se fait un petit peu, ce qui est entre guillemets à la mode, ce qui fonctionne ou pas en fonction des cas. Très concret, j'essaye de rapprocher toujours la théorie au concret, parce que la théorie c'est de la théorie, donc ça vaut ce que ça vaut. C'est bien d'avoir des vrais feedbacks d'entreprise. Et j'essaie d'aller toujours un petit peu dans l'extrême des nouveaux modes de travail pour jauger aussi de la réactivité des personnes qui sont en face. Et surtout de leur parfois certaines sont choquées ou même contrariées de certaines choses que je vais dire ou proposer. Et c'est là que j'en apprends le plus, parce que ça me permet de comprendre pourquoi elles réagissent comme ça. Et parfois, je déroule le fil et donc j'apprends encore plein de choses sur leur vécu à eux. Qu'il y a derrière. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à proposer ces services? Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir l'histoire qui a eu et qui a fait émerger Bureaulogie. Est-ce que c'est ton vécu à toi du bureau? Un peu, mais pas vraiment. En tout cas, pas à l'origine. J'ai découvert ce métier à l'origine un petit peu par hasard, parce que j'aimais la finance, j'aimais le conseil, j'aimais l'immobilier, et finalement, je joue un petit peu avec ces 3 briques dans ce métier aujourd'hui. Et il y avait une petite start-up à l'époque qui s'appelait Dynamic Workplace et qui avait besoin
quelqu'un qui soit à la fois un peu consultant et qui aime bien ce côté entrepreneurial de développement. Et donc, j'ai eu la chance de les rejoindre et j'ai fait mes armes chez eux. Donc, j'ai découvert ce métier comme ça. Et là, en revanche, là où tu as raison, c'est que le Covid est arrivé. Et donc, j'ai vécu, comme le monde entier, d'ailleurs, le Covid. Et donc, ces périodes de confinement, déconfinement, avec un travail qui était fait 100% à distance, qui créait de nouvelles complexités, qui nécessitait d'employer de nouveaux outils, une nouvelle communication, etc., etc., etc. Et donc là, on s'est dit, OK, notre métier va radicalement changer. Et en même temps, ça va sans doute devenir un labo extraordinaire pour notre secteur d'activité parce que on n'a jamais vu autant d'évolution dans un temps si court, de manière aussi forcée et aussi globale. Et d'ailleurs, c'est vérifié, puisque moi, ça fait 4 ans que je m'amuse, en tout cas que je prends beaucoup de plaisir à faire ce job, parce que on apprend tous les jours, ça change tous les jours, donc on est obligé de remettre en question nos acquis, même quand on pense avoir raison. Et on a encore, à mon avis, beaucoup de choses à apprendre. Donc, c'est ce qui rend le sujet passionnant. Et c'est ce qui m'a donné envie de poursuivre et de créer Burologie. C'est parce que j'ai toujours adoré cette fibre entrepreneuriale. J'avais envie de monter quelque chose. Et le déclic que j'ai eu, c'est que DW avait Dynamic Workplace, ma première entreprise, avait ce côté, avait un prisme investisseur propriétaire. Il accompagnait des très, très grosses entreprises dans leur gestion, optimisation de mètres carrés et gestion financière. Moi, j'ai voulu prendre ce prisme un peu différent de partir du collaborateur. Parce que je pense que à la fin de la journée, c'est ce qui fait la différence et que surtout une entreprise, c'est juste une somme d'individus. S'ils sont, en tout cas pour l'instant, on verra dans quelques années peut-être avec les évolutions, mais aujourd'hui, si on n'a pas d'humain, on n'a pas grand-chose. Et donc j'avais envie de prendre ce prisme de l'humain et donc de réfléchir au parcours, à l'expérience et donc aux espaces, à la techno, etc. via ce prisme du collaborateur pour remonter vers le client, entre guillemets. D'accord. Hyper intéressant. L'expérience collaborateur. Et donc, du coup, l'expérience collaborateur, bah voilà, je voudrais qu'on en parle ensemble et surtout du retour au bureau. Parce que comme, voilà, on le voit dans l'actu, les entreprises commencent un peu à solliciter leurs salariés et à leur demander de revenir. Et puis, c'est pas toujours bien perçu, etc. Donc, toi, avec ton métier, tu as accès de manière privilégiée à cette notion-là. Qu'est-ce que tu observes comme tendance? Ma question derrière, c'est, d'après toi, est-ce qu'on va assister à un retour massif au bureau, qu'il soit voulu ou subi? C'est aussi ma question. Ou alors, au contraire, est-ce qu'on va évoluer vers plus de télétravail qu'aujourd'hui ou autant? Enfin voilà, d'après toi, comment ça va évoluer la situation? Alors, bon, déjà, je précise quand même que je ne vois pas dans le futur. Donc, ma limite de l'exercice, c'est que j'ai évidemment un avis et des convictions, mais elles sont ce qu'elles sont parce que ça change tellement vite Alors, que quelles j'ose sont plus. tes convictions? Voilà. C'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes donc le 16 avril, nous enregistrons. Oui. Quelles sont tes convictions? Ça me va. 2024. Je plaisante. C'est ça. Non, en fait, alors déjà plusieurs choses. Je mettrai une nuance sur le gros retour au bureau parce qu'il y a eu un phénomène, alors certes de quelques entreprises technologiques américaines, de quelques grosses entreprises françaises, c'est vrai, mais il faut pas oublier que le tissu économique français, c'est d'abord des entreprises quasi individuelles ou des toutes petites entreprises, c'est pas du tout le CAC 40, et que il y a eu un effet médiatique de ce retour au bureau parce que ça a créé un buzz qui n'est pas tout à fait vérifié aujourd'hui. En revanche, ce qui se vérifie, c'est que l'un des grands mots de ces 4 années, alors on va dire de ces 2 années et demie, 3 années, parce que ça a commencé il y a quelques temps, c'est la perte de la communication informelle et donc par écoulement du lien social et donc un peu, on a vu la culture d'entreprise s'effriter un petit peu. Et donc c'est ce constat qui a poussé un certain nombre d'entreprises à dire ok, ce serait bien que les gens reviennent un peu parce que en fait on a besoin d'avoir une culture d'entreprise, on a besoin qu'il y ait en tout cas un sentiment d'appartenance ou de collectivité autour d'une marque, d'une entreprise, voilà. Tout à fait. Et donc les entreprises ont eu comme réflexe, entre guillemets, assez naturel, assez humain, en tout cas, de dire écoutez, revenez, parce que finalement, c'est quand vous êtes ensemble qu'on arrive à recréer ces moments informels de machine à café, de couloir, et cette sérendipité qu'on, par définition, on n'arrive pas à reproduire à distance. Pour autant, je pense que c'est aussi j'ai pas l'impression, enfin, en tout cas, c'est pas du tout ce que j'entends ni chez les clients, ni chez les prospects, ni chez les personnes avec qui je discute,
il y a très rarement une logique de manque d'efficacité. D'ailleurs, on D'accord. m'a jamais dit ça directement. Je l'ai déjà lu, mais je l'ai jamais entendu ou vu. En général, ça se passe bien. Les deux grands problèmes, c'est en effet cette culture d'entreprise / manque de lien social. Le deuxième, c'est les managers. Tu en as très bien parlé en intro. C'est un très très vaste sujet. Et ces managers-là ont eu un énorme problème puisqu'ils se sont retrouvés, en plus de leur métier de chef d'équipe, si je puis dire, en plus de leur métier finalement de premier chef opérationnel d'un COMEX ou d'un top management qui est plus dans la strat et moins dans l'opérationnel, déjà à faire le lien entre ces deux typologies de profils, ils se sont retrouvés à devoir gérer l'hybride. On leur a dit, bon bah débrouillez-vous, il faut que les équipes viennent pas, continuent de travailler, c'est votre problème. Sauf que ils n'ont pas du tout été accompagnés ni formés pour faire ça. Et puis il y a un moment où, encore une fois, c'est dur de faire 3 métiers quand on en fait déjà un. En tout cas, d'en faire 3 de la meilleure façon. Et donc ça a créé toute cette vague qu'on a vue de frustration. Parfois, on a beaucoup entendu parler de burn-out, malheureusement, ces dernières années, qui sont très, très liées à ça. Une surcharge de travail dans une forme d'incompréhension entre, finalement, une entreprise et son collaborateur. Donc, une fois que j'ai dit tout ça, je pense qu'on arrive à une stabilisation de l'hybride. On a eu plusieurs années de travail, je dirais, assez court-termiste. En tout cas, on essayait de pallier à une situation grave et urgente de manière assez rapide pour revenir, et là je mets des grands guillemets, à la normale. Sauf qu'on reviendra pas à la normale et qu'on arrive, là je trouve depuis, on va dire, septembre 2022, début 2023, on arrive dans un travail des entreprises qui est beaucoup plus pérenne. Les entreprises se posent des questions plus long terme, aussi bien en termes d'immobilier que de management, que de gestion de l'hybride, que de mise en place d'un certain nombre d'outils. Donc je trouve qu'on est plutôt dans une belle dynamique de ce côté-là. Donc les 3 questions, donc si je récapitule, les 2 problèmes que rencontrent les entreprises, ce sont donc la perte de communication informelle et donc qui implique une diminution de la culture d'entreprise et donc un sentiment d'appartenance. Et derrière ça, on entend aussi le mot engagement. C'est un mot-clé qu'on a beaucoup évoqué ces derniers 6 mois. Et deuxième problème, les managers qui ont des difficultés à remplir leur rôle d'animateur d'équipe, de faire en sorte que l'opérationnel soit bien suivi, exécuté, etc. Et en même temps d'atteindre les objectifs et d'être en lien finalement avec l'équipe aussi, puisqu'on est moins présent physiquement ensemble. Donc ça, c'est les 2 problèmes. Et les 2 questions que se posent les entreprises aujourd'hui, ce sont donc à long terme, plutôt donc l'immobilier. Qu'est-ce qu'on fait des bureaux ? Est-ce qu'on change pour prendre plus petit, plus grand ? Et tu parlais aussi du mode de management, c'est ça ? Des changements de modèle ? Oui, en fait, il y a un écart en fonction. Alors, encore une fois, c'est de plus en plus dur de faire des généralités parce que il y a plus de modèle unique et donc en fonction de la taille de l'entreprise dont on parle, de son secteur d'activité, des collaborateurs qui la composent, de son pays évidemment. Là, je reste sur un scope assez français. Finalement, on n'a pas les mêmes solutions. Et donc, c'est l'une des grandes phrases que je répète beaucoup en ce moment aux clients, c'est allez vous inspirer, mais ne copiez pas. Parce que 2 entreprises qui se ressemblent ne vont plus avoir le même fonctionnement. Ni managérial, ni de gestion de l'hybride, ni de politique de flex office, parce que, encore une fois, chacun a son ADN et on est obligé de prendre ça en compte beaucoup plus que ce qu'on faisait avant. Donc, en effet, la question se pose. Alors, c'est des dizaines de questions d'ailleurs, mais ce que je mets derrière cette étiquette de questions managériales, c'est finalement comment on gère la présence par rapport à la distance, comment on gère le management en hybride, comment on gère finalement les différences de traitement d'une certaine façon des collaborateurs quand ils ont le droit de travailler depuis Montpellier ou depuis Madagascar ou depuis je ne sais où, par rapport à ceux qui viennent au bureau peut-être quasiment tous les jours. Donc, il y a énormément de questions RH, assurantielles, juridiques qui se posent derrière ça. Et qui sont en train d'être traités petit à petit. Alors, il y a encore un peu de boulot, on n'a pas terminé, mais en tout cas, ça y est, on se pose au moins des bonnes questions. On n'est plus en train de se dire, OK, comment on fait pour pallier au confinement et au chiffre d'affaires du mois prochain. Je caricature évidemment, mais... Ouais, donc en fait, là, on rentre dans le réel finalement. Moi, quand tu me parles de questions RH, assurance, traitement des cas particuliers entre celui qui travaille au bureau, celui qui travaille à l'autre bout de la France ou du monde, là, on est vraiment dans la réalité. Donc, ce qui veut dire que finalement, le travail hybride, en fait, il est rentré ça fait partie de la norme quelque part. C'est le new normal.
et que maintenant chaque entreprise est en train de créer, de rentrer un petit peu dans la réalité de ce que ça veut dire et de créer son propre modèle en fonction de ses valeurs, son activité, la nature de son activité aussi, peut-être aussi. C'est ça? Complètement, complètement, et ça va même dans un niveau de granularité parfois plus important parce que on peut être amené à avoir des traitements d'hybrides différents parfois en fonction des départements. Parce qu'encore une fois, même dans une même entreprise, un comptable ne travaille pas de la même façon qu'un architecte, qu'un commercial, et c'est normal. Et donc on arrive à un stade où on arrive de mieux en mieux à prendre ça en compte parce qu'on a les outils pour, parce que encore une fois on a pris un électrochoc gigantesque pendant 18 mois et que du coup on s'en remet et on a appris de cette épreuve en tout cas. Maintenant on n'est pas encore systématiquement à ce niveau de précision parce que derrière tous ces cas particuliers, il y a une grosse machine logistique de gestion d'entreprise qui est beaucoup plus complexe. Plus on fait de cas par cas, finalement, plus c'est compliqué à gérer, monitorer, organiser. Et donc, voilà, c'est évidemment pas aussi simple que ça. Mais là où je fais beaucoup de pédagogie et où j'insiste, entre guillemets, un peu avec les gens avec qui je discute, c'est que je vois beaucoup, notamment sur LinkedIn, de débats full remote, donc pas de bureau, VS bureau et il faut revenir. Et il y a un côté très binaire dans ces débats-là que j'ai du mal à comprendre. Il y a un petit côté, non, le remote c'est nul ou alors c'est super. On n'a pas la réponse. D'abord parce que c'est trop tôt, on n'a pas du tout assez de recul pour juger de la pertinence d'un modèle hybride sur 2 ans et demi. Et ensuite parce que, encore une fois, ça peut être parfaitement adapté à un style d'entreprise et pas du tout à un autre. Et je trouve ça dommage de faire ces raccourcis de jugement parce qu'on n'est plus en mesure de les faire. Encore une fois, il y a vraiment cette notion d'individualité dans le traitement qui est pour moi fondamentale. Alors, on a parlé du côté entreprise, employeur. Maintenant, je voudrais qu'on parle des collaborateurs. D'après toi, est-ce que ils ont envie de revenir ou pas? Comment ils vivent ça? Alors, alors pareil, hein, tu vas voir, je le dis à chaque début de phrase, ça dépend beaucoup des cas de figure, mais si je dois faire des grandes catégories, je trouve que alors moi, ce qui m'a surpris, pour être honnête, parce que j'y avais pas pensé comme ça, les jeunes, au sens, j'ai envie de dire 18, 24, 26 peut-être, ont envie de revenir, en tout cas ont envie d'avoir des moments physiques et de manière assez forte, parce que d'abord ils ont vécu malheureusement pour la plupart 6 mois, 1 an, 2 ans de Covid en étudiant, ce qui est absolument pas drôle à gérer. Ensuite, parce qu'ils ont besoin d'écouter des conversations de leurs supérieurs pour en apprendre de façon passive, parce qu'ils ont besoin de pouvoir poser des questions sans déranger avec un Slack ou un Teams à chaque fois qu'ils ont une interrogation sur un métier, parce qu'ils ont besoin de contact humain et de formation un peu plus continue. Donc ces populations-là ont besoin d'être accompagnées finalement. Et aujourd'hui, bien sûr, on n'est pas câblé, en tout cas sauf exception, les entreprises ne sont pas câblées pour une formation à distance. En partie, évidemment, mais le full remote, donc pardon, j'ai plein d'anglicismes, le distanciel à temps plein, enfin le fait d'être toujours en dehors du bureau, voire de ne pas avoir de bureau, ne fonctionne aujourd'hui que quand on a instauré et mis en place une culture de l'écrit très très forte. Et ça demande un travail conséquent qu'aujourd'hui la plupart des entreprises n'ont pas mis en place parce que c'est très compliqué, c'est très long, ça demande de s'y atteler et elles ont aussi autre chose à faire parce qu'à la fin de la journée, elles sont là pour dégager un chiffre d'affaires dans une activité qui n'est pas celle. Il y a la culture aussi de la lecture des mails et du traitement des mails derrière, quoi. Bien sûr. Ça prend aussi énormément de temps. Complètement. Non, mais c'est vraiment une autre façon de travailler. Être en full remote ou venir au bureau, c'est 2 façons très très différentes. Et donc ces populations jeunes ont envie de revenir. Alors évidemment, pas 5 jours sur 5, mais elles ont envie de revenir. Après, j'observe une forme d'équilibre qui s'instaure sur le 2-3 jours par semaine. Beaucoup d'entreprises arrivent à ça aujourd'hui. C'est une forme de consensus qui s'installe pas mal. Est-ce qu'il va perdurer ? C'est un peu tôt pour le dire, parce qu'encore une fois, on a un recul qui est quasi infime sur cette situation globale. Mais ce 2-3 jours a l'air de plutôt bien fonctionner, sauf chez certains métiers, technologiques notamment. Mais au global, il fonctionne bien. Après, il ne faut pas oublier que là, on parle de plein de métiers qui sont tous tertiaires.
Et c'est bien, parce qu'on parle d'une partie de la population, on est loin de parler de tous les métiers. Il y a plein de métiers aujourd'hui qui ne peuvent pas se télétravailler, dans des entreprises qui ont pour autant des services qui télétravaillent. Et donc, il y a aussi une forme d'équité, d'une certaine façon, ou d'équilibre à avoir pour les chefs d'entreprise. Il y a un exemple dont j'aime bien parler, parce que je le trouve intéressant. En tout cas, je trouve qu'il a eu le mérite de travailler le sujet jusqu'au bout. C'est LDLC, qui est une entreprise française avec Laurent de la Clergerie, et qui a mis en place plein de choses en termes de management. Il a mis en place la semaine de 4 jours. Et lui a cette particularité d'avoir deux populations très distinctes, que sont les cadres, ou en tout cas les personnes étant derrière un ordinateur ou au bureau, et les personnes en entrepôt. Et donc, il s'est posé la question de cette forme d'inégalité de traitement, puisque certains peuvent partir travailler de chez eux, d'autres sont obligés d'être présents. Et donc, l'une des façons qu'il a trouvées, c'est que ne pouvant pas dire à quelqu'un qui doit recevoir un arrivage physique de matériel qui pouvait le faire de chez lui, il a mis en place la semaine de 4 jours, et c'est un peu comme ça que c'est arrivé, notamment pour avoir plus de roulement avec des équipes, et donc proposer un troisième jour de week-end quelque part à ses équipes. Et en parallèle, il a mis une compensation financière pour les personnes d'entrepôt qui ne peuvent pas télétravailler. Et donc, alors, c'est une façon de faire, il y en a sans doute plein d'autres, et on est encore en train de les créer, d'ailleurs. Mais donc, il considère que le télétravail est un avantage social quelque part. Oui, exactement. Ce qu'il l'est un peu. Enfin, en tout cas, ça nous fait gagner du temps de travail. L'intro était intéressante parce que c'est exactement les grands phénomènes qu'on observe. Ça fait gagner du temps, ça fait gagner parfois de la charge mentale, ça fait gagner de la simplicité d'organisation. Alors, ça crée d'autres biais que tu as cités également, qui sont difficiles à traiter. En fait, finalement, tous les sujets complexes sont ceux liés à la distance, puisqu'on n'était pas habitué à traiter cette distance. Donc, on est encore en train d'apprendre de ça. Mais j'ai tendance à croire qu'à la vitesse à laquelle on va depuis 3 ans, tous ces sujets parfois négatifs de lien avec la distance vont forcément se résorber petit à petit, puisqu'on travaille là-dessus. Et on sait déjà travailler en présentiel. Bien sûr. Alors, il y a un autre point que je voudrais qu'on aborde ensemble, c'est le bureau, le lieu physique en fait, des locaux. Qu'est-ce que tu observes comme évolution dans l'aménagement des locaux? Moi, c'est vrai que j'ai quitté le monde de l'entreprise il y a 5 ans à peu près. Il y a 10 ans, j'ai vécu un déménagement où on est rentré dans des nouveaux bureaux, des nouveaux locaux très modernes avec un système de flex office. Alors il y avait les équipes qui n'avaient pas de bureau attitré. Nous, on avait un bureau attitré parce qu'on avait besoin d'avoir nos affaires, nos trucs et tout ça. Et je sais que ça a posé vachement de questions. Aujourd'hui, je lis des choses sur des salles qui sont aménagées pour des lieux pour se retrouver et pas forcément pour travailler ensemble. Enfin voilà, comment est-ce que aujourd'hui tu accompagnes les entreprises dans l'aménagement de leurs locaux et comment tu vois ça? Enfin, c'est quoi les nouvelles tendances? Alors, les nouvelles tendances, je vais partir du plus basique et essayer d'avancer vers les plus récentes, on va dire. Alors, le flex office reste encore assez récent puisqu'il est mis en place de manière... c'est encore une mise en place nouvelle pour plein d'entreprises aujourd'hui. Et il est complexe à gérer parce que c'est rigolo, tu l'as dit dans ta phrase avec certains avaient des bureaux, d'autres pas. Dès l'instant où on traite les gens de façon différente, ça crée un niveau de complexité supplémentaire qui se justifie ou pas, mais en tout cas qui demande un accompagnement, une communication pertinente, parce que sinon ça peut très mal se passer. Je mets ça de côté. Donc le flex office évidemment est un grand changement pour les entreprises et ne fait que s'accélérer puisque on va pas se mentir, les entreprises ne réduisent pas leur surface par plaisir, elles le réduisent aussi pour des raisons financières. L'immobilier coûte extrêmement cher. C'est le deuxième poste au compte de résultat d'une boîte, sauf exception en moyenne. Après les charges de personnel évidemment. Et donc ça demande si on peut économiser finalement, on le fait. Et on avait déjà, quand on se met à la place de l'entreprise, une entreprise, elle achète ou elle loue des bureaux 7 jours sur 7. Avant, on ne consommait que 5 jours et de manière à peu près homogène. Aujourd'hui, on consomme 2 jours ou 3 jours dans le meilleur des cas, de manière parfaitement hétérogène, avec, sauf exception, un vendredi où on a 12% de taux d'occupation des espaces. Donc, en termes de loyer, en termes d'énergie, en termes de CO2, c'est un gâchis. Donc, cette façon d'optimiser les mètres carrés,
est aussi une problématique qui permet de réduire un certain nombre de consommations. Mais ça crée évidemment d'autres biais que sont le flex office. Alors quand on met un flex office à 0,7, 0,8, pour moi il y a très peu de risque de créer une frustration tant qu'on gère les flux. Et donc là c'est le grand sujet du moment, c'est la gestion de flux. Qui vient le lundi, qui vient le vendredi, qui vient le mardi ou jeudi. Comment on fait pour que les équipes soient coordonnées dans cette venue? Donc ça c'est un classique, c'est pas très compliqué à gérer, mais ça demande deux choses, d'y penser en amont et évidemment d'avoir des règles de vie. On n'en parle pas assez dans le bâtiment. On se dit qu'en faisant des super espaces, tout va venir de manière instantanée. Mais c'est comme n'importe quoi. Si on n'accompagne pas les gens dans la nouveauté, ils ne comprennent pas la nouveauté et c'est normal. Donc voilà, l'accompagnement au changement, on n'en a pas encore parlé, mais ça fait partie du travail. Et voilà, c'est extrêmement important. Bon, parenthèse fermée. Sur les grandes nouveautés, je dirais qu'il y a une vraie intégration de l'informel. Donc, on s'est rendu compte que quand on n'était pas tous ensemble, on perdait cet informel, ces discussions, encore une fois, dans le couloir, dans la cantine, peu importe l'endroit. Donc, on essaie de recréer ces moments via des espaces plus informels. Donc, ça peut être des espaces un peu salon-canapé, ça peut être des espaces dans lesquels on va prendre un café, mais qui sont plus la fameuse machine à café, j'ai envie de dire des années 2000, avec le café pas très bon qu'on paye 40 centimes au bout d'un couloir froid. Là, c'est cosy, c'est sympa, on est chez nous et il y a un peu cette tendance de reproduire l'intérieur du salon dans lequel on se sent bien pour continuer finalement de se sentir bien, d'avoir envie d'y être. Et après, on essaye. Alors, je sais pas si c'est une nouveauté, parce que pour être honnête, je faisais pas ce métier il y a 15 ans, mais je trouve qu'il y a une considération de l'usage qui est plus forte qu'avant. Encore une fois, on avait un prisme immobilier dans lequel n'importe quel bâtiment devait correspondre à n'importe quelle typologie d'entreprise. Et donc, on faisait des bureaux assez classiques. Il y a eu des modes de bureaux fermés, de grands open space, qu'on a connus au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, on essaye de faire deux choses. On essaie de créer des espaces en fonction des usages, donc des besoins réels des collaborateurs. Ensuite, on essaie d'y apporter une touche métier. Par exemple, un architecte, en général, a besoin d'imprimer ses plans en version A1, ce qui est très, très grand. Donc, on va avoir des salles exprès pour ces architectes avec des tables projets pour qu'eux puissent travailler. Tables projets qui ne serviraient à rien à un comptable qui a besoin, lui, de 3 écrans, un clavier et une bonne chaise. Bon, je prends 2 caricatures énormes, mais c'est pour illustrer un peu le propos. Et donc, c'est finalement beaucoup de bon sens, mais c'est beaucoup de bon sens remis au goût du jour. Et je dirais que fondamentalement, dans les espaces, il n'y a pas tant de nouveautés que ça à part celle-ci. Après, ce qui fait la différence, c'est les modes de communication, les modes de management. On n'en parle pas assez. Enfin, je sais, ça sort un peu de mon scope, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur les modes de communication? Qu'est-ce que tu parles de Slack, tout ça, des choses un peu comme ça? Oui. Alors, en tout cas, je parle de tout ce qui permet de travailler efficacement, en fait. Donc, ça peut être en effet les outils numériques qu'on a entre chez nous et le bureau. Ça peut être la façon de travailler en termes encore une fois, je reviens un peu à la culture de l'écrit, mais de communication écrite, c'est-à-dire comment on se transfère l'information. Est-ce que si on est asynchrone, on s'envoie des documents par mail, maintenant par WhatsApp? Est-ce que c'est sur un Word qu'on copie-colle et qu'on a en 17 versions qui sont pas datées, donc on sait jamais laquelle est la dernière? Ou est-ce qu'on est sur Notion parce que c'est la mode, etc., etc. Bon, encore une fois, beaucoup de clichés, mais je le fais volontairement pour asseoir ce côté importance de l'organisation. Et il y a encore plein d'entreprises qui se posent ces questions-là, et donc ça fait aussi partie de l'accompagnement, c'est de parfois les driver sur la meilleure mode d'organisation en fonction de leur métier. Et après, c'est au-delà de la communication, c'est la technologie. Il y a une mode, je trouve, pour le coup, depuis quelques années. Alors peut-être que ça date d'avant d'ailleurs, mais le post-Covid a accéléré ça, de mettre beaucoup d'argent dans la techno, quel que soit l'intérêt de cette techno. Et donc moi, souvent, je me retrouve à devoir me faire l'avocat du diable quelque part et dire mais attendez, est-ce que vous avez vraiment besoin de mettre 100 000 euros dans un outil qui fait ça, ça ou ça? C'est quoi le but? Qui va s'en servir? À quelle fréquence? Est-ce qu'il n'y a pas plus simple ou moins cher? Parce qu'on a tendance à complexifier parce que la techno c'est super, alors que ça l'est pas toujours. Alors ça peut l'être évidemment, mais ça dépend des cas de figure et ça demande de se poser un peu des questions. L'exemple classique que j'ai en lien avec les espaces, c'est les salles de réunion. On a adoré pendant quelques années mettre des grands Surface Hub ou des équivalents d'écrans digitaux hyper classe qui coûtent 30 000 euros pièce ou 20 pour une utilisation que
déjà pour trouver le bouton d'allumage, personne n'y arrivait. Ensuite, il fallait un quart d'heure pour réussir à s'envoyer le document. Encore une fois, j'exagère, c'est pas toujours le cas, mais moi, je l'ai vécu dans des dizaines de réunions et ça n'a pas d'intérêt. Encore une fois, la techno n'a d'intérêt que si elle apporte une valeur ajoutée supplémentaire à ce qui la remplace. Et en l'occurrence, le tableau Velleda et le feutre sont deux méthodes très efficaces pour prendre des notes. C'est ce que j'allais dire. Un bon tableau Velleda et des post-it et c'est bon. Exactement. Et ça coûte 15 000 € de moins, pour ne pas dire. Voilà. Donc, c'est aussi parfois ne pas vouloir en faire trop, ou en tout cas ne pas vouloir surinvestir dans un système qui n'a pas besoin d'être amélioré parce qu'il fonctionne très bien comme ça. Voilà. Donc, c'est toutes ces logiques-là. Il y a plein de sujets aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que globalement, les entreprises se reposent sur toutes ces questions-là. C'est ça. C'est un peu un reboot, quoi, ce qu'on est en train de vivre. En quelque sorte. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous partager des cas concrets de reboot d'entreprise, justement? Tu me parlais de peut-être Danone, LVMH ou Cisco. Est-ce que, voilà, comment ça s'est passé pour eux? Parce que, par exemple, je sais qu'il y avait LVMH a exigé, quelque part, que tout le monde revienne. Voilà, raconte-nous. Alors, là, c'était dans le cadre de The Next Workplace, qui était un événement qu'on avait organisé sur l'environnement de travail et justement toutes ces nouveautés Future of Work. Et donc, on avait eu la chance de recevoir Danone LVMH, en particulier, Cisco étant un consultant. Donc, c'était encore un autre prisme, mais sur Danone et LVMH, alors, c'est pas forcément un reboot qu'ils ont effectué. En revanche, ils ont mis plus d'hybrides que ce qu'ils avaient, eux, dans leur mode de travail. Alors, ils ont deux gestions un peu différentes d'ailleurs tous les deux, mais ils ont ils ont mis du télétravail en place évidemment, ils ont mis des nouveaux modes de fonctionnement en place. J'ai le souvenir de Danone qui avait, je trouve, un petit détail, mais finalement un petit détail que j'ai trouvé très pertinent, c'est que comme ils sont en hybride beaucoup plus qu'avant et qu'ils ont du coup l'hybride crée un peu moins de croisement d'équipe. Les gens ne se voient pas toujours ou se voient parfois beaucoup moins en fonction du niveau d'hybride qui est mis en place. Et donc chez Danone, ils ont ce système, alors je crois qu'il y a un nom, mais je l'ai oublié, qui est de dire, voilà, par exemple 2 heures par semaine, toutes les semaines dans mon calendrier, de 2 heures à 4 heures, tout le monde sait que je suis là dans cette zone et je suis disponible. Et ces 2 heures-là sont consacrées en tant que manager au fait de pouvoir répondre aux questions des gens qui veulent m'en poser. Et ça, c'est tout bête, mais ça permet de recréer cette sérendipité, en tout cas cette communication informelle quelque part, parce que c'est même pas pour faire une réunion officielle de 6 personnes dans un bureau, c'est pour répondre à des questions, prendre le temps avec les uns et les autres. Et ça, je trouvais ça très bien. C'est le genre de petites choses qui sont pas très compliquées à mettre en place et qui peuvent créer ce type de nouveauté dans la façon de manager et dans les relations humaines, finalement, entre les collaborateurs. Sur la partie reboot totale, il y en a moins maintenant, parce que entre 2020 et 2024, les entreprises ont quand même évidemment réagi à la situation pour continuer d'exister. Mais il y a des entreprises qui sont restées dans un mode de management très flexible. Il y a des entreprises qui mettent de plus en plus de télétravail dans leurs habitudes. Blablacar est un exemple qu'on cite de manière assez classique parce que ils ont, je crois, quasiment 25 ou 30% de leur population dev en remote. Je crois même que c'est un peu plus que ça maintenant. Ils ont des gens dans toute la France. Et donc, en fait, ils ont complètement fait évoluer leur dynamique de bureau. Ils ont des bureaux à Paris, mais la consigne est de dire chacun vient quand il veut. Et si vous voulez pas venir, vous venez pas. Si vous voulez venir, vous venez. Si vous voulez habiter à Montpellier, vous habitez à Montpellier. Et on s'organise en fonction de ça. Je sais qu'à un moment, ils avaient pris des coworking parce que les équipes à Nantes, à Montpellier, à Bordeaux se disaient on aimerait bien se voir, nous, vu qu'on est dans la même ville. Donc, du coup, ils prenaient des endroits avec des rituels un peu d'entreprise. Je crois savoir que la fête de Noël, si je dis pas de bêtises, Blablacar réunit tous les collaborateurs au même endroit. Et donc, ils ont quand même des moments où ils se retrouvent. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont testées. Encore une fois, c'est un laboratoire géant, quoi. C'est ce qui rend la chose assez extraordinaire, je trouve. Dans les nouveaux hybrides qui m'ont beaucoup marqué, il y a l'entreprise Roule qui a mis en place alors, c'est pas tant si c'est une forme de flexibilité. Ils ont mis en place un partenariat avec plein d'associations. Et en fait, les collaborateurs ont la possibilité de consacrer une demi-journée tous les X, je crois, à une des associations. Et donc, en fait, sur leur temps de travail, ils vont aller bosser pour une association. Donc, c'est une forme d'hybride parce qu'on bosse plus de la même façon, on peut choisir les jours. Et il y a un côté, je trouve, extrêmement bienveillant. Exactement.
qui est, je trouve, assez nouveau. En tout cas, moi, avant eux, j'avais jamais entendu ça. Voilà, il y a plein d'initiatives qui se créent et c'est ce qui rend d'ailleurs, encore une fois, le sujet passionnant. Oui, donc en fait, moi, ce que j'entends, c'est que il va y avoir un espèce de rééquilibrage entre les besoins de l'entreprise, la gestion aussi des finances de l'entreprise, et puis les envies des collaborateurs, et puis aussi, je dirais, la contribution de chaque personne et de chaque entreprise au collectif finalement. Quelque part, au-delà de contribuer pour une association comme tu racontais à l'instant, le fait de proposer aux gens de télétravailler, d'aller vivre dans une autre ville, etc., de rendre ça possible, c'est aussi quelque part une manière de contribuer à un bien-être global qui va au-delà de l'entreprise, quoi. Et je trouve que c'est assez nouveau comme manière de voir les choses et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Complètement. Et c'est à la fois une complexité et en même temps quelque chose que je trouve bien, moi, pour d'autres raisons. C'est que la limite vie privée, vie pro et investissement pro vs investissement privé est en train un peu d'évoluer. Mais je pense qu'elle va dans le bon sens et je trouve que ça apporte encore une fois. Pour moi, la flexibilité est souvent positive. Je la vois rarement comme un défaut, tant qu'elle est évidemment bien gérée. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de belles choses à faire en tout cas. Génial. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. On va passer à la dernière partie de l'épisode qui est donc les Holy Questions. Alors, on y va. Ta routine du matin pour passer une bonne journée. Alors, pendant longtemps, j'en ai pas eu. Et maintenant, j'en ai une, mais qui est très récente. Donc, je sais pas si je peux. Je me lève à 7h30, je fais 10 ou 15 minutes d'étirement et ensuite, je petit déjeune, ce que je ne faisais pas avant. Et ça me met de bonne humeur. Voilà. C'est tout bête, mais ça marche très bien. Connexion au corps, donc, pour passer une bonne journée. Qu'est-ce qui t'anime, toi, dans ton job au quotidien? Qu'est-ce que tu adores faire? Plein de choses. Enfin, en tout cas, pas un seul truc. Le côté développement de boîte, j'adore ça. J'ai toujours adoré ça. Je pense que je pourrais m'amuser, entre guillemets, à monter des entreprises dans n'importe quel domaine. J'aimerais bien le fait de la monter. Donc, ça fait partie des choses que j'adore faire. Et après, c'est ce que je te disais sur la partie laboratoire. Je suis dans un secteur où je peux pas m'ennuyer parce que j'apprends tout le temps. Je fais jamais 2 fois la même chose. J'accompagne jamais 2 clients de la même façon parce qu'ils sont jamais identiques. Et donc ça rend le boulot génial parce que encore une fois, j'ai l'impression que je pourrais faire ça très longtemps avant de proposer 2 fois exactement le même système. Et ça, j'aime beaucoup. Canon. Une personne qui t'inspire, un mentor qui t'a inspiré dans ta carrière, ça serait qui? Alors c'est pareil, j'en ai plein, mais les deux du moment, c'est 2 copains d'une certaine façon avec qui j'ai cofondé The Next Workplace, qui sont Maxime Cousin et Martin Sawyer. Tu pourrais mettre Tom aussi facilement. En fait, il y en a plein. C'est finalement tous ces entrepreneurs que je trouve brillants dans leur façon de creuser un sujet, de s'investir, de travailler, et qui vont plus loin que la moyenne. Moi, j'aime bien les gens qui prennent un peu de recul. Je trouve que c'est une qualité rare et que je valorise beaucoup. Et cette capacité à prendre du recul sur une situation rend en général les gens pertinents, en tout cas de mon point de vue, très personnel. Mais du coup, ça m'inspire et j'ai toujours envie de m'améliorer vers ça. Voilà. Donc, mais vraiment, je pourrais te citer 10 ou 15 personnes facilement, je pense. Est-ce que tu as une devise qui t'accompagne dans ta vie? Je ne crois pas. Dans le boulot, c'est inspirez-vous, ne copiez pas. Ça y est, c'est devenu une devise parce que je le dis très souvent. Dans la vie, non, j'essaie pas de regret. J'essaie d'avoir 0 regret quand je fais quelque chose. Inspirez-vous, ne copiez pas et 0 regret. Ouais. Très, très sympa. Est-ce que tu pourrais nous conseiller un livre à lire? Dans le boulot un ou livre dans qui la t'a vie perso? inspiré, un livre qui t'a inspiré pour ta carrière, pour ton boulot? Oui, j'en ai un, mais j'ai plus le titre. C'est un livre de Thierry Pic, qui est un entrepreneur du Nord. Je viens du nord de la France et donc ça doit jouer un petit peu. C'est quelqu'un qui est parti de rien, littéralement. Il était laveur de carreaux. Et il a en fait monté une entreprise de laveur de carreaux et aujourd'hui ils sont 3000 ou 3500. Alors je crois que c'est son fils qui a repris la direction maintenant, mais l'entreprise s'appelle Cleanitex et je crois que c'est conseil de management dans laveur de carreaux, quelque chose comme ça. Mais si vous tapez Thierry Pic, vous le trouverez. Et c'est un livre qui raconte un peu son histoire. De Thierry Pic. Exactement, et que je trouve assez inspirant parce que c'est quelqu'un de normal.
qui s'est entre guillemets juste mis à travailler et de la bonne façon. C'est quelqu'un de très bienveillant, très humain, et je trouve que c'est une vraie source d'inspiration. Alors, je sais pas si tu sais, mais j'ai commencé à créer une playlist Hollywork avec donc qui récapitule, qui rassemble les chansons préférées de chacun de mes invités. Alors, qu'est-ce que tu aimerais que j'ajoute à cette playlist? Une chanson, soit une chanson qui te donne la pêche, soit une chanson que tu aimes bien écouter quand tu travailles. Alors, si c'est que j'aime bien écouter quand je travaille pour être concentré, c'est la bande son, n'importe quelle. Je t'enverrai un titre précis, mais ce serait la bande son de Princesse Mononoke, qui est un film, qui est un animé des années 90 dont je suis absolument fan et voilà, c'est très très efficace pour moi. Canon, Princesse Mononoke, j'adore. Et une personne que tu me conseillerais de recevoir sur ce podcast? Waouh, c'est pareil, j'en ai plein. Dans la thématique workplace, Maxime Cousin, Martin Sawyer, Tom Nguyen, les 3 premiers avec lesquels j'ai discuté entre guillemets du future of work, des nouveaux modes de travail, en tout cas entre entreprises. Ils sont tous les 3 intéressants pour des raisons différentes. Alors ça, c'est évidemment en restant dans mon secteur d'activité. Un ami à moi que je trouve d'une résilience absolue en termes d'entrepreneuriat, qui a monté une boîte il y a 8 ans et qui continue de la faire grossir, qui s'appelle Maxime Millet. C'est pareil, je pourrais te faire une liste très longue. Il y a plein de gens intéressants. Déjà, on est bien là, à 4 personnes. Ok, très bien. Merci Simon. La question, le mot de la fin, ça serait quoi pour toi? Si vous devez retenir une chose de tout ce qu'on s'est dit là, je dirais que c'est l'expérience collaborateur. C'est le plus important. C'est ce qui fait la différence. Donc, au-delà des espaces, de la techno, des modes de travail, que sais-je, réfléchissez en expérience collaborateur. Qu'est-ce qui fait que la journée du collaborateur sera bien ou pas à chaque étape de sa journée? Et à mon avis, en réfléchissant comme ça, déjà 50% du boulot est déjà fait. Voilà. On est assez proche de la thématique de Hollywork alors. Make each workday a holiday. Bon. On est assez proche. Complètement. En tout cas, merci beaucoup Simon. Cet épisode est terminé. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'était passionnant. J'espère que vous aussi, les auditeurs, vous avez aimé cet épisode, qui vous a inspiré. Si c'est le cas, s'il vous plaît, partagez-le sur vos réseaux, à votre entourage. Mettez des commentaires, des notes. Tout ça, ça m'aide pour faire grandir ce podcast. Et en tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Hollywork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site hollywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Hollywork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt!